Et autrement, les podcasts des journées de l'économie autrement. S'assurer face au changement climatique. Un privilège bientôt réservé aux riches ? Je m'appelle Vincent Grimaud, je suis rédacteur en chef adjoint à Alternative économique et aujourd'hui j'anime une table ronde consacrée au monde de l'assurance face au changement climatique. Avec la multiplication des catastrophes naturelles, il devient de plus en plus difficile d'assurer certaines personnes, certaines entreprises, certaines collectivités locales. Et donc on se demande aujourd'hui comment faire en sorte de pouvoir assurer tout le monde et faire en sorte que le fait d'être assuré ne soit pas un privilège réservé aux plus riches. Alors pour se demander comment faire, eh bien on a invité 3 personnes. La première c'est Wojtek Kalinowski. Il est co-directeur de l'Institut Veblen pour les réformes économiques et lui, il va poser le cadre macroéconomique dans lequel s'inscrit l'assurance parce que l'affaire n'est pas que météorologique. On a un vrai problème économique à régler qui est lié à la finance au sens large et donc avec cet économiste, on va pouvoir traiter ces questions-là. On a invité aussi Myriam Merad, qui est une spécialiste de la question et qui vient de rendre un rapport au gouvernement sur l'évolution nécessaire des régimes d'indemnisation publique et notamment le régime CatNat pour catastrophes naturelles, qui est le régime qui, depuis 1982, gère les catastrophes naturelles qui frappent la France désormais un peu tous les jours. Et puis on a souhaité évidemment avoir quelqu'un de terrain en la personne de Yves Pellissier. Yves Pellissier, c'est le patron de la Maïf. La Maïf, c'est un assureur militant qui appartient au domaine de l'économie sociale et solidaire où les clients sont aussi des sociétaires, c'est-à-dire qu'ils ont des parts sociales et détiennent d'une certaine manière leur assurance. Alors évidemment, c'est pas les grandes assurances internationales privées style Crédit Agricole ou Allianz, mais on a quand même une entreprise confrontée à une hausse des coûts à assurer et donc peut-être des tarifs à faire augmenter pour ces sociétaires et donc peut-être l'impossibilité pour certains des sociétaires de s'assurer. Et donc grâce à lui, on va pouvoir voir comment faire en sorte que personne ne reste sur le bord de la route avec une maison par exemple qu'on ne peut plus assurer. On retrouve tout de suite la table ronde organisée au Conseil régional de Bourgogne. On va commencer avec vous, Wojtek. Donc, je rappelle, vous êtes co-directeur de l'Institut Veblen pour les réformes économiques et vous travaillez notamment sur la stabilité du système financier, bancaire et assurantiel face au changement climatique. Et pendant les échanges que nous avons eus en amont de la table ronde, vous disiez qu'il y avait, selon vous, 5 grands enjeux macroéconomiques à prendre en compte pour bien prendre en compte la question. Et donc, on va poser comme vous l'avez vu, l'assurance est systémique et donc il m'a semblé important de commencer avec Wojtek pour qu'on pose le cadre général des enjeux du problème. Alors 5 enjeux ou 5 jalons en tout cas pour introduire un peu ces débats. Je suis pas un spécialiste des assurances, mais nous avons avec nous une spécialiste des assurances. Notre sujet est extrêmement d'actualité parce que à cause de tout ce que tu as dit, mais aussi il y a un projet de loi en discussion en ce moment sur la réforme du régime d'indemnisation. Et je pense que la première lecture au Sénat vient de s'achever et j'ai regardé un peu le débat et j'ai retrouvé effectivement plusieurs des propositions qui figuraient dans votre rapport, Myriam, reprises, parfois non, parfois réussies, mais vous allez sans doute nous en parler dans les débats actuels. Donc, je vais donc juste introduire notre débat avec quelques points, disons très très macroéconomiques classiques. Le premier, c'est tout simplement ce que les économistes spécialisés dans les climats avaient prédit se produit. C'est-à-dire, ça fait 30 ans presque, 25 ans au moins, que les économistes disent que le coût de l'inaction sera plus élevé que le coût de l'action. C'est la donnée principale. Il y avait à l'échelle, disons, internationale, ce débat existe au moins depuis 2006 via un rapport qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque d'un économiste britannique, Nicolas Stern, le fameux rapport Stern, qui faisait des calculs macroéconomiques qui pointaient ça. Et ce message a été répété maintes fois. Il n'a pas été entendu suffisamment. Après, évidemment, les choses sont compliquées parce que tout est une question d'échelle, c'est-à-dire les dégâts dus au climat sont locaux, européens, là, français, européens en l'occurrence. L'atténuation, elle est toujours contextualisée, mais
Mais si on veut prévenir, donc réduire, sortir vraiment des énergies fossiles, bon, c'est un combat mondial évidemment. Donc les cyniques déjà à l'époque disaient que bon, si on va payer la sortie des fossiles et on va quand même se prendre les effets climatiques si les autres ne bougent pas. Et au COP, donc au sommet annuel des COP, évidemment, les politiques, les diplomates ont du mal à trouver des accords sur le financement de l'action internationale. Donc la situation est effectivement bloquée souvent politiquement, mais il n'empêche que ces prévisions-là commencent à se réaliser. Et comment dire, et les assureurs sont un peu en première ligne, comme on peut le constater. J'ajoute aussi un peu, même si c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, nous on s'intéresse beaucoup au verdissement du système financier au sens général. Bon, là, vous n'êtes pas concerné, mais il y a beaucoup d'assureurs qui continuent d'investir dans les énergies fossiles. Un peu partout. Donc, ils sont sur des deux côtés du tableau. Ils continuent à alimenter la pompe et ils sont retrouvés aujourd'hui à gérer les dégâts. Alors, donc le deuxième point, c'est tout simplement, mais ça, tu l'as dit aussi un peu, que nous sommes très mal préparés aujourd'hui. Tu as parlé des 3 milliards, c'est vrai qu'il y a 3 milliards, mais en 2022, c'était déjà 10 milliards. Si on prend Valencia, bon, toutes ces estimations sont préliminaires, il faut prendre beaucoup de précautions, mais les dégâts économiques ont été estimés à 20 et quelques milliards, les réparations à 30 milliards, donc vous arrivez à 50 milliards d'euros pour Valencia. Alors j'ai regardé, la communauté autonome des Valencia, c'est à peu près 10% du PIB espagnol, donc on arrive à quelques 110, 120 milliards par an. Donc vous voyez là, c'est déjà pour eux, c'est déjà au moins 30, 35, peut-être 40% du PIB annuel qui exprime, disons, les activités économiques annuelles, qui devra être consommé par à la fois la réparation des dégâts et d'autres travaux qui sont indispensables. Alors, évidemment, c'est une catastrophe nationale. Donc c'est l'État espagnol qui agit, donc évidemment les proportions ne sont pas les mêmes. Toujours est-il que tout ça va finir par se voir dans les statistiques, dans le produit international industriel brut, pardon, parce qu'il se prend une ampleur de plus en plus importante. Un mois avant, c'était la Pologne et la République tchèque, 10 milliards d'après les premières estimations, et globalement, à l'échelle mondiale, bon, je parle sous votre contrôle, Myriam, mais ça a déjà doublé. Les coûts du sinistre, ça a déjà doublé. C'est-à-dire aujourd'hui, la moyenne de ces dernières années, c'est déjà le double qu'il y a 30 ans. Et les prévisions sont très sombres pour l'avenir. Donc, il faudra sans doute, bon, il faudra y travailler évidemment, mais soyons aussi lucides, il faudra sans doute s'habituer à cette situation que nous collectivement devons payer davantage pour à la fois pour réparer les dommages et pour faire des travaux des préventions. Comment répartir les coûts? Évidemment, de toutes ces questions-là, on va en parler. Alors, je disais que nous sommes donc mal préparés parce que et encore en France, la situation est plutôt bonne, mais quand on regarde la situation en Europe, la situation sont très variables. Et il y a dans beaucoup de pays, les gens, l'assurance n'est pas obligatoire. Donc, dans les cas de la Pologne et de la Tchéquie, je pense que la majorité des dégâts n'ont pas été assurés. Mais de toute façon, l'État intervient, les États interviennent pour aider quand même. Donc, il y a une partie de coûts qui sont assurés et donc ça transite par le système d'assurance et des réassurances. Une autre partie ne transite pas, mais transite par d'autres tuyaux. Un coût socio-économique est un coût socio-économique. Je vois mal nos États laisser au carreau les populations vulnérables et surtout frappées au moment où ça frappait. Ils sont vraiment frappés par ces catastrophes-là. Donc on parle de plus en plus de l'insécurité climatique. Et je pense que l'insécurité climatique, c'est sans doute quelque chose qui vont nous suivre tout au long de ce siècle, malheureusement.
Donc, face à ça, donc il y a des solutions à deux niveaux, disons, au niveau financier ou assurantiel. Et là, je suis sûr que Myriam va nous expliquer plus en détail ce qu'il faut faire. En tout cas, les propositions sont déjà en partie là. Donc, on va augmenter les primes. Le principe des mutualisations, il est tout simple, il est facile à comprendre. Je pense que il faudra sans doute augmenter les obligations d'assurance et la mutualisation. Donc, ce qui veut dire qu'on va tous collectivement payer plus. Alors sans doute les gens qui vivent dans les terres, dans les territoires les plus exposés, ils vont payer quand même plus. Avant de venir ici, j'avais vu, j'ai regardé un peu en ligne une interview avec la maire des Saint-Lô. C'était la tempête de novembre 2023. Elle a dit que après la tempête, effectivement, il y avait une résiliation. La commune n'était plus assurée et toutes les offres qui venaient, c'était tout était doublé. Je pense que la cotisation pour la commune, qui n'était pas grande, c'était 15 000 habitants, allait passer des 70 000 par an à 250, et la franchise allait être doublée par 10 ou 20, quelque chose comme ça. Donc c'est un énorme problème pour beaucoup de communes. Ah oui, j'ajoute au passage que je l'ignorais moi-même, mais j'ai découvert que de plus en plus de communes en France qui donc n'arrivent pas à assurer aujourd'hui leur équipement, parce qu'il s'agit d'assurer l'équipement des communes, les écoles, etc. Et se tournent vers des assureurs étrangers. Donc là, en l'occurrence, ils avaient trouvé un assureur allemand ils avaient testé un peu partout en France. Elle n'avait pas trouvé la mer. En tout cas, nous disait-elle aux journalistes. Donc, il y a des solutions au niveau de l'assurance et de la réassurance qui suivent un principe de mutualisation. Et ensuite, aujourd'hui, tout cela peut se traduire aussi par de nouveaux risques financiers. Les assureurs sont des acteurs du système financier. Aujourd'hui, quand je vois certaines des propositions qui vont encore plus loin dans la mutualisation. Donc, la Banque centrale européenne, par exemple, propose d'augmenter la titrisation comme une solution. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant techniques. Peut-être juste expliquer comment marche la titrisation en 15 secondes, juste le principe. C'est que vous avez un contrat d'assurance dans votre bilan et ensuite vous émettez des obligations que vous vendez sur les marchés financiers. Donc, ces obligations, ce sont des contrats juridiques où l'acheteur reprend les risques climatiques et il sera rémunéré de façon continue via des primes payées chaque année. Et donc quelque part, et l'assureur reçoit, ou même le réassureur reçoit du cash en retour. Donc, il pourra faire peut-être proposer d'autres contrats à d'autres gens, donc il augmente sa liquidité, mais le principe c'est que le risque qui était initialement dans les bilans de l'assureur ou du réassureur commence à migrer vers les marchés financiers. Et donc le pari de tout ça, c'est quoi? C'est que on veut mutualiser entre les assureurs et réassureurs, et donc on va partager les risques. Mais là, la Banque centrale dit que oui, on va mutualiser avec tout le monde, avec tous les marchés financiers. Il y a des appétits pour risque, comme on dit, dans le secteur financier variés. Donc, on va peut-être baisser les primes ou trouver des acheteurs de ces titres qui vont accepter des risques plus élevés. Simplement, c'est un peu une répétition. Alors, c'est pas exactement pareil, mais globalement, il y a des nouveaux types de risques qui vont diffuser sur les marchés financiers. Et c'est sûr que la finance, elle adore ça, des risques et des primes des risques, etc. Mais ça peut générer à son tour de nouveaux risques financiers. Donc, pour le dire plus clairement, vous craignez qu'à terme, ça puisse préparer un terrain d'une éventuelle crise financière. En tout cas, on peut avoir des institutions vulnérables, parce que ce qui se passe, c'est que donc sur le marché financier, quelqu'un achète une obligation comme ça, il s'arrête pas, il garde pas ça dans son bilan non plus. Il la prête via un autre contrat financier pour lever plus d'argent encore, de cash. Et donc il la prête à quelqu'un
qui à son tour signe un autre contrat financier avec un troisième ou quatrième acteur. Donc, le même titre financier va se balader comme ça. Chaque fois, pour chaque acteur de la chaîne, ça permet de lever du cash. Lever du cash pour faire, pour spéculer ou pour faire des gains à court terme. Simplement, à un moment donné, ça on a vu avec la crise, les subprimes en 2007-2008. À un moment donné, si on trouve que finalement les tranches qui étaient vendues étaient beaucoup moins sûres qu'on avait pensé, ça va provoquer des crises systémiques en cascade. On va pas développer ça, mais il faudrait essayer de. Oui, tout à fait. Donc, parce qu'on va donner la parole à Myriam. Absolument. Donc, au niveau du système financier et assurantiel, il y a des choses à faire, mais il y a sans doute une limite à ça. Il faudra sans doute beaucoup d'argent public levé par l'impôt autrement. C'est la question du financement de tout ça. D'autant plus que, et je termine par là, c'est le vrai travail, évidemment, c'est sur l'adaptation, sur la prévention. Donc là, on n'a pas d'écologue entre nous, mais bon, il y a une série d'idées qui existent, des solutions techniques qui existent pour les maisons en Europe. Le principal risque, c'est quand même les inondations et le gonflement retrait des terres, donc les fissures, etc. Donc c'est peut-être 10 millions. Il y a peut-être 10 millions de maisons concernées par ça. Donc les solutions techniques de prévention existent en partie. Qui va financer ça? Ça fait partie de la loi discutée aujourd'hui. Est-ce que le fonds Barnier va financer des travaux de prévention? Ça sera coûteux de toute façon, quels que soient les tuyaux. Donc, il faudra payer davantage pour tout ça. Et j'ajouterais qu'il faudra aussi, en plus, être lucide, parce que le dérèglement climatique, nous n'avons pas vu nous ne sommes pas au bout des effets qu'il va produire. Donc, il faudra aussi vivre, je pense, apprendre à vivre avec des situations où ça dépasse les actions de prévention qu'on mène. Il y a les écologues ont plaidé depuis, ont mis des warnings depuis 30 ans qu'il fallait laisser les terres humides, les zones humides en amont des grandes villes pour préserver, pour que l'eau puisse inonder ces terrains-là. Aujourd'hui, dans chaque pays européen, il y a plusieurs millions d'habitations dans des terrains inondables. Donc, on va pas changer tout ça du jour au lendemain. Non, en tout cas, il y a dans ces deux niveaux-là, il y a des solutions au niveau financier, au niveau physique. Il y a des solutions qui existent, mais le travail sera dur et coûteux. Dur et coûteux, Myriam Meradj, je sais que vous n'allez pas contredire Wojtek là-dessus. Alors parmi les solutions, Wojtek a commencé à en décrire certaines. La prévention avant tout, je crois que vous vouliez insister aussi là-dessus. Et la mutualisation des coûts. Quelles sont les solutions macro qui vous semblent les plus indispensables? Dans quel ordre? Avec quel agenda? Donc, avant de commencer mon propos, je voudrais poser quelques éléments liminaires. Je dirais que je vais revenir sur 2 points. D'abord, avec effectivement l'augmentation du nombre de catastrophes, on pourrait être tenté d'être pessimiste face à la situation actuelle. Et je dirais que pour ma part, je reste optimiste, mais lucide. Lucide sur un certain nombre de sujets. Et je vous dirai pourquoi. La seconde chose, c'est que, en fait, souvent, en étant sous le coup de la peur ou la tension, même si c'est des fois nécessaire d'agir dans l'urgence, néanmoins, quand les choses se répètent, il est possible de prendre de la distance et de repenser le fonctionnement du système un peu plus global. Eh bien, sous le coup des tensions, on cherche une solution à un problème, et souvent, cette solution à un problème mal posé finit par augmenter ou diluer le risque ou le faire apparaître sous une nouvelle forme. Donc, des fois, la solution peut apparaître pire que le remède. Qui pose la question de tout à l'heure, Wojtek, tu parlais tout à l'heure du coût de l'inaction, de l'action. On dirait que des fois, certaines actions entreprises mal posées, mal proportionnées, finissent par faire pire que de ne rien faire, mais sous une autre forme. Du coup, quel est le problème? Le problème auquel on fait face est le suivant. D'abord, on dit qu'il y a une augmentation effectivement du nombre de catastrophes liées au changement climatique. La deuxième chose, donc, est-ce vrai? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que l'on pourrait apporter en éclairage? On va le voir.
puisque cette notion de catastrophe, elle a une partie scientifique et une partie qui est très politique. Le second point qui fait problème, c'est que nous avons en France un système de solidarité qui, sous sa forme actuelle, commence à poser question parce que de plus vastes territoires sont touchés et impactés par un certain nombre d'événements dommageables. Et du coup, les formes de solidarité actuelles sont en train d'être rediscutées. Les deux autres points qui font problème, c'est que, comme vous le savez, on a une sphère publique qui est de plus en plus en train d'être revue à la baisse dans les dotations d'effectifs et de budget, et que sous ces fonds sous tension, il devient difficile de demander d'augmenter un certain nombre de fonds, d'autres formes. Et pour finir, toujours dans ces éléments du problème, on doit penser, et ça fait écho avec mon propos liminaire, que en fait, des fois, il faut bien penser la solution parce qu'on risque d'avoir un transfert de risque vers d'autres sphères. Du coup, je reviens sur le point de qu'est-ce qu'une catastrophe liée au changement climatique. Alors, Vincent le disait tout à l'heure, on note une augmentation, et il vous l'a illustré sur des cas plus locaux, une augmentation du nombre d'événements, et dit catastrophe déclarée comme catastrophe naturelle, et dite liée au changement climatique. Mais qu'est-ce qui fait catastrophe? La catastrophe, c'est quand un événement, dans ce cas un événement climatique, va toucher le territoire et va se transformer en un aléa dit naturel, inondation, mouvement de terrain, peu importe, et que cet aléa touche un certain nombre d'enjeux, nos biens, nos territoires, qui sont dits vulnérables. Et en fait, quand l'événement a lieu, même si on a une augmentation des aléas, ce n'est pas pour autant que l'on va avoir une augmentation des conséquences. Qu'est-ce qu'on qualifie comme catastrophe? On dit que c'est catastrophique quand on atteint un certain nombre de seuils de dommages. Et ces seuils de dommages, ça peut être des pertes en vies humaines, ça peut être des pertes en biens. L'illustration que l'on a eue chez nos voisins espagnols l'ont montré avec un nombre significatif de pertes en vies humaines. Souvent, sur nos territoires, c'est beaucoup de pertes matérielles qui ont lieu. Et donc, vous voyez, la catastrophe va être définie à travers un certain nombre de seuils, je vous en ai, et de critères, les pertes en vies humaines, les pertes en biens ou d'autres formes. Et en fait, pour déclarer une état de catastrophe, il faut une reconnaissance par un niveau dit politique. C'est-à-dire qu'un tiers qui a autorité sur le territoire va déclarer que l'ampleur des conséquences sont difficilement portables par les individus ou par les territoires. Qui fait que, en fait, notre seuil de ce qui est appelé catastrophe en France ou dans d'autres pays va changer du fait de ce levier politique. Et vous le voyez, ce n'est pas parce que les événements s'intensifient, augmentent en fréquence, c'est-à-dire que l'aléa monte en fréquence ou augmente en intensité, que forcément, il va y avoir un certain nombre de conséquences sur nos biens ou sur nous. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça peut atteindre le seuil de la catastrophe? Ça peut être effectivement cette dimension, l'augmentation des événements, mais c'est aussi deux autres choses. Ça peut être aussi l'augmentation de nos vulnérabilités, nos façons d'habiter le territoire, nos vétustés des lieux de vie, nos pratiques lors d'un événement extrême, mais aussi la mise en place ou la non mise en place d'un certain nombre de mesures de prévention. Même si ces mesures de prévention sont mises en place, des fois, dans certaines situations, ces mesures sont ineffectives, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent pas le rôle qu'elles devraient jouer. Qui fait que, en fait, si on comprend cette notion, l'augmentation des aléas n'augmente pas forcément le nombre de catastrophes, eh bien, on comprend que ce qui fait catastrophe, c'est les aléas climatiques, les aléas qui se retrouvent sur le territoire à la suite de ces aléas climatiques, mais aussi cette dimension de prévention qu'il faut reconnaître et cette dimension de vulnérabilité des structures, des territoires et des individus. Du coup, comment les prendre en compte? D'une certaine manière, elles sont des fois prises en compte, mais pas à la bonne mesure. Maintenant, si on a compris ça, eh bien, en fait, qu'est-ce qui existe dans notre système actuel?
Notre système actuel, depuis la loi de 82, du 13 juillet 82, nous avons un dispositif qui s'appelle CatNat, pour catastrophe naturelle. Et en fait, qu'est-ce qu'il instaure ce mécanisme? Il dit que si on veut construire un moyen de solidarité en cas de catastrophe, nous cotisons tous à une assurance. En tout cas, beaucoup sur le territoire métropolitain, c'est un peu plus diversifié sur les Outre-mer. Eh bien, nous cotisons tous, et puis dans cette cotisation, a été imposée une petite cagnotte qu'on va appeler la surprime, qui, elle, va devenir la surprime CatNat, et qui va être gérée par la CCR. Et en fait, c'est un mécanisme qui, si on n'a pas de catastrophe, bien on cotise pour tous via les assurances. Et si il y a une catastrophe, en fait, on fait appel à cette cagnotte à partir du moment où il y a une qualification d'un événement dommageable comme étant l'état de catastrophe. Sont mobilisées les indemnisations et cette cagnotte. Comme ça a été dit au début, c'est que, en fait, comme cette cagnotte-là gérée par la CCR a été et depuis quelques années en déficit, puisqu'elle est surmobilisée au vu du nombre d'événements qui sont reconnus comme catastrophes, en fait, une des solutions qui avait été trouvée a été d'augmenter la surprime, d'abord de 12 à 15, et puis après de 15 à 20 pour 2025 pour les habitations et entreprises, et de 9 passer à 9 pour les véhicules. Du coup, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette augmentation de la surprime? En fait, dans la conjoncture actuelle et au vu de la sensibilité du sujet, ça peut apparaître comme une solution. Néanmoins, c'est une solution qui s'entend, mais qui finit par être un sparadrap sur une plaie béante. Pourquoi? Parce que, en fait, beaucoup de choses ont changé depuis la loi du 13 juillet 1982. Bien sûr, il y a eu d'autres dispositifs qui ont été mis en place en 95 avec le fonds Barnier, appelé Fonds de prévention des risques naturels et majeurs, c'est-à-dire qu'à la dimension solidarité, on a rajouté la dimension prévention pour reconnaître ce que je vous disais tout à l'heure sur ce qui fait catastrophe. Une prévention déficiente est une prévention est un élément qui va contribuer au niveau catastrophique de l'intensité des événements et qui peut gréver du coup la caisse CatNat. Du coup, je vous disais, cette solution qui mécaniquement va avoir un certain nombre d'effets, Wojtek tout à l'heure en parlait, des effets des fois systémiques, c'est-à-dire que en augmentant la surprime, petit à petit, en basant pas mal de politiques concernant les primes d'assurance sur l'exposition à des aléas, on pourrait voir, il y a des choses qui se dessinent, en tout cas déjà pour les collectivités, si vous voyez le rapport qui est sorti sur le sujet, on pourrait imaginer que plus ça va, plus certains territoires et plus certaines entreprises et particuliers auront du mal à être assurés. Du coup, qu'est-ce qui pourrait être fait au-delà de cette augmentation de la surprime? Il faudrait repenser le dispositif CatNat et le dispositif fonds Barnier pour voir des nouvelles formes de phénomènes à considérer, peut-être d'autres mécanismes ad hoc, au lieu de pousser ces mécanismes à l'effondrement ou à ne plus être portables par les tiers, qui contribuent à ces mécanismes de solidarité. Parmi les solutions, on pourrait imaginer une solution qui pousserait dans la catégorie de la prévention individuelle un certain nombre de dispositifs type des créations d'un crédit d'impôt prévention climatique. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être financé par différentes formes, pourquoi pas financé par une augmentation beaucoup plus ciblée des taxes carbone ou des crédits budgétaires plus spécifiques. L'autre chose, ça pourrait être aussi une forme de partage des risques avec, pourquoi pas, le lancement de fonds mutuels locaux. Et là, en fait, on pourrait imaginer, pourquoi pas, il y a toute une innovation à faire et des choses qui existent déjà, des contributions de collectivités locales et des citoyens via des primes mutualisées.
Et puis on pourrait voir pas mal de choses, monter notamment sur un financement européen avec pourquoi pas la création d'un fonds européen à la prévention des risques climatiques, puisque vous voyez que dans certaines catastrophes, ça déborde les limites administratives. Et si l'on veut faire une Europe qui fonctionne, faisons aussi une Europe qui fonctionne en cas de catastrophe. Je vous laisse conclure peut-être, Myriam, ce premier. Vous aurez la parole de nouveau ensuite. On pourrait aller vers des obligations effectivement vertes. Je m'arrêterai là. Tout ça pour vous dire que si l'on devait changer les choses, peut-être que la solution n'est pas dans le fait de remplir encore plus les dispositifs actuels CatNat et Fonds Barnier, mais en repensant des dynamiques ad hoc qui vont venir combler ce que l'on n'arrive plus à absorber et aussi évaluer, faire en sorte qu'on puisse rendre compte et considérer dans la reconnaissance des catastrophes ce que on appelle l'effectivité des mesures de prévention et pousser au partage de données privées publiques en matière de prévention et en matière de sinistralité. Pourquoi ? Parce que ça pourrait aider à voir apparaître un certain nombre de mobilisations citoyennes ou d'entreprises qui pourraient aider à faire des diagnostics de résilience pour les entreprises et pour les territoires. Bien, on pourra reparler de la question des données ensuite. Merci beaucoup. Yves Pellissier, je me tourne maintenant vers vous. Alors, vous êtes président du groupe Maïf et donc en première ligne de tous les risques qu'on a évoqués. Concrètement, ça veut dire quoi assurer dans un monde qui se dérègle et comment ça se traduit sur votre activité et bien sûr sur votre bouclage financier? Vous l'avez dit, on fait de l'assurance en 2024, on en prend en 25, en 26, avec un modèle ancien qui est aujourd'hui qui ne répond plus aux besoins. On orchestre des solidarités, c'est ça le rôle d'un assureur en particulier. Il a plein de métiers, mais son premier métier, c'est d'essayer d'orchestrer le mieux possible des solidarités entre ses sociétaires pour un assureur mutualiste comme la Maïf. Et on voit bien que cette orchestration, aujourd'hui, elle est pas si simple que cela. Et quand on remonte toute la chaîne de l'assurance, en fait, on s'interroge sur les responsabilisations de l'ensemble de ces maillons, de ces acteurs de la chaîne, qui vont du client sociétaire, en passant par l'assureur, en passant par le réassureur, qu'il soit privé ou public, en allant jusqu'à l'État. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a une chance en France, il faut quand même avoir ce regard-là, la chance d'avoir un modèle d'assurance sûrement l'un des plus aboutis au monde, avec en plus un réassureur public qui s'appelle ACCR, vous en avez parlé, qui n'existe pas ailleurs. On a un modèle, et ça je vous engage à le dire plus largement autour de vous, un modèle qu'il faut impérativement défendre. Pas pour défendre les assureurs en tant que tels, mais pour vous défendre, pour nous défendre, parce qu'on a un modèle qui permet à chaque citoyen aujourd'hui donc de pouvoir, au final, si je le remets très très haut, l'assureur est son premier métier, au-delà d'agréger et d'organiser des solidarités, c'est un travail et c'est un métier d'inclusion. Aujourd'hui, dans une société, on peut pas vivre correctement si on n'est pas assuré, sinon on fait prendre des risques, on prend des risques pour soi, on fait prendre des risques à sa famille, on fait prendre des risques à tout le monde. Donc voilà, quand on replace tout cela, il faut impérativement qu'on trouve des solutions. Alors il y a des solutions à court terme, vous en avez cité quelques-unes et je vais en reprendre parce qu'il y a des choses qui sont déjà en train d'être faites. Puis après il y a effectivement des solutions à plus long, moyen terme. On va rester sur du moyen terme, le long terme étant bien évidemment à regarder, mais pas forcément l'objet d'aujourd'hui. Donc, je vais pas revenir sur vos expériences personnelles, soit directes, soit indirectes. Vous avez, au-delà de la télé, sûrement un voisin, vous-même, que vous avez été victime peut-être, donc des effets du dérèglement climatique. Donc, là-dessus, pour nous, pour un assureur, ça se traduit sur des primes et des augmentations de primes, et ça vous pouvez le vivre. Je sais pas s'il y a des sociétaires Maïf dans la salle, mais effectivement ils vont vivre en 2025 des augmentations de primes, et je suis aussi là pour vous donner le sens de cela. Et puis ça va jusqu'au refus d'assurance. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. On a une partie de nos territoires, et là je parle pas des États-Unis, ou en Californie et dans d'autres États, il n'y a plus d'assureurs du tout. Donc il est plus possible de s'assurer. Ça existe déjà en France. Il y a déjà des zones en France où les assureurs se sont retirés. Certains assureurs se sont retirés. C'est pas le cas de la Maïf, c'est pas le cas d'autres. Alors je ne parlais que de la Maïf, mais globalement c'est pas le cas principalement des acteurs mutualistes, mais il y a d'autres acteurs qui se sont retirés simplement pour des choix économiques. Parce que notre logiciel est plus le bon, au lieu d'essayer de trouver d'autres solutions,
ma foi, le plus simple, c'est effectivement de se retirer des endroits où ils sont pratiquement certains de plus être à l'équilibre. Parce qu'ils regardent simplement leur fin de mois, leur fin d'année, parce qu'ils ont, pour certains, pas mal de dividendes à adresser à des actionnaires. Donc c'est pas le sujet de la Maïf. Donc je parlais de réorganisation des solidarités. Les solidarités, ça existe déjà. Enfin, moi, si je regarde simplement les premières réponses qui sont faites, et je vais revenir sur le fonds Barnier et sur la prime CatNat, il y a déjà des propositions qui vont permettre. Alors, on reste sur le modèle, mais on lui donne un peu de souffle, un peu de possibilité à accompagner à court terme, plutôt court moyen terme, la possibilité d'accompagner ces effets du dérèglement climatique. Par l'augmentation de la prime, ça c'est une chose, mais on voit que ça peut avoir des limites, mais sur des choses qui vont beaucoup plus loin, qui interrogent d'ailleurs le monde de l'assurance, c'est-à-dire que le réassureur public a été mandaté par Bercy en particulier pour, adresser une cartographie nationale des risques climatiques. On en a tous. Enfin, nous, Maïf, on regarde l'évolution de ces risques depuis 20 ans. C'est notre job. Hein. On est avant tout un gestionnaire de données et on regarde ça et on alerte depuis une vingtaine d'années sur ces sujets-là. D'ailleurs, on a une cartographie qui vous est totalement disponible, qui s'appelle Aux Alentours. Que vous soyez sociétaire ou pas, vous tapez votre adresse au numéro de rue près. On a agrégé des données publiques, hein, totalement publiques. On n'est pas allé chercher vos données personnelles, des données publiques. Et vous allez voir, effectivement, si vous êtes sur une zone à risque, de quel type de risque, à quel type de risque vous pouvez être soumis, etc. Pas pour faire, pas pour être coercitif, bien évidemment, mais simplement déjà pour entrer dans une première dimension de pédagogie. Beaucoup d'assureurs l'ont fait, très peu les ont rendus publics, ces outils-là. Nous, on l'a rendu public pour accompagner nos sociétaires en particulier, mais aussi pour accompagner tous les autres. Ce qui est intéressant, c'est que l'État est en train de s'en saisir, pas de notre cartographie, même si on leur livre bien évidemment toutes nos données, c'est pas ça le sujet, ces données-là, hein, pas les données de nos sociétaires, mais ces données de façon qui sont publiques. Et la CCR est en train de dresser donc une cartographie nationale qui sera à la portée de tout le monde. Donc, vous allez me dire, ils font à peu près ce que la Maïf fait, c'est très bien. Enfin, nous, on veut bien que les autres nous copient. Au contraire, c'est pas un sujet. Mais en fait, ils vont la croiser avec une autre carto qui, elle, ne sera pas publique. La cartographie de la présence des assureurs sur les territoires. Nous, on l'a. Elle est totalement privée. On sait exactement où sont les autres compagnies d'assurance, où elles ne sont pas, surtout. On peut pas communiquer là-dessus. La CCR, donc, ne va pas communiquer non plus publiquement, mais elle va avoir des effets ou en tout cas des actions vis-à-vis des assureurs qui ne sont pas présents pour essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas présents. De quelle manière quelles ont été les mécaniques pour se retirer. Parce que ne pas être présent, c'est soit ne pas être présent physiquement, mais c'est soit aussi adresser des coûts au niveau donc des contrats tellement prohibitifs qu'au final ils ne sont pas présents réellement. Hein, donc tout ça est en train d'être mesuré. Pour essayer demain, et c'est pour ça que je dis que ça arrive, là, c'est les premiers éléments d'évolution, pour pouvoir donner, enfin, pour réorganiser cette solidarité globale dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir permettre à la CCR de mieux accompagner les assureurs qui jouent le jeu de ceux qui sont partis. C'est un premier niveau. Le logiciel n'est pas complètement nouveau, il n'est pas complètement cassé, et c'est pas la cible, bien évidemment, mais c'est une première étape. Et nous, Maïf, on accueille ça de façon très favorable, parce que ce sont des choses que l'on a poussées depuis des années. On va beaucoup plus loin, j'en reparlerai tout à l'heure, dans nos ambitions. On n'est pas encore complètement entendu, mais voilà, on a des premières étapes et on se dit qu'effectivement, ça commence à bouger et ça commence à bouger dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Que vous avez parlé de prévention tous les deux. Oui, et je pourrais y revenir peut-être plus longuement tout à l'heure. Pour nous, l'avenir de l'assureur que nous sommes, c'est bien évidemment de continuer à faire très bien ce que nous sommes, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de gérer de la réparation. Parce que c'est ça notre job. Quand un sociétaire vient nous voir, quand il passe un contrat avec nous, au final, on lui fait une promesse. Et quand il a une problématique, au-delà de la promesse, il faut remplir cette promesse-là, donc réparer. Et d'ailleurs, il n'y a pas dans le monde de l'assurance, on peut pas s'enrichir normalement. Donc, on va vous reconstruire votre maison à l'identique. En tout cas, on peut pas vous permettre de vous enrichir au travers de la réparation. Alors nous, là aussi, on est en train de pousser les murs. Pourquoi ? Parce qu'on considère que réparer à l'identique, c'est plus forcément la solution.
Parce qu'il y a des nouvelles solutions de réparation, surtout quand on a été victime d'inondations, par exemple. On va essayer de ne plus réparer exactement, de pas vous remettre votre maison exactement comme elle était. On va essayer de la préparer. Donc là, on vient sur la dimension de prévention et de préparation. Donc l'axe prévention est en train de prendre de l'épaisseur et c'est bien ainsi. Demain, on sera des assureurs préventeurs. Et à la Maïf, on a rajouté un étage que certains mettent dans la prévention. Nous, on l'a mis au final. On est sur de la régénération. C'est tout l'objet d'ailleurs de nos dividendes climatiques, dividendes écologiques à la Maïf. Nos sociétaires, au travers de l'Assemblée générale, ont voté quelque chose d'assez puissant et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle un commun. On aimerait que les autres s'en saisissent. Parce que tout à l'heure, on ne peut plus miser exclusivement sur la force publique. On voit bien au travers des impôts, etc. C'est plus possible aujourd'hui. Enfin, on est pile dedans, donc on se rend bien compte. Par contre, les acteurs privés peuvent prendre leur part. Et nous, on prend notre part avec ce dividende écologique. 10% des résultats du groupe Maïf sont mis dans une réserve qui va permettre de, régénérer les écosystèmes naturels au travers de solutions basées sur la nature. Donc ça veut dire remettre une rivière dans son lit, ça veut dire dans certains, par exemple au marais du Vigueras, on va aider à la sauvegarde de ce marais parce qu'on sait que derrière il y a des effets à moyen terme, des effets à long terme, mais des effets importants. Donc cette partie régénération, on l'a fait au travers de ce dividende écologique. Et puis il y a un élément que l'on fait aussi au travers de ce dividende écologique, c'est-à-dire qu'on va accompagner nos sociétaires les plus vulnérables, pardon du terme, il n'est pas très joli, mais ceux qui sont dans des zones à risque, où on sait que ça va revenir, dans le Nord par exemple, les inondations, on a des milliers de sociétaires où on sait très bien que ça va revenir, donc comment on fait? Et là on cherche à les accompagner. On n'est plus sur la réparation, on est vraiment sur la préparation, et on a cette poche-là avec le dividende écologique qui va nous permettre, et là on gère la solidarité globale de nos sociétaires, où on accompagne nos sociétaires d'abord on fait un audit complet de leur maison, de leur lieu d'habitation, gratuit, on leur paye cela, c'est la communauté des sociétaires qui paye cela à ces sociétaires, et pour les plus vulnérables, on va même les accompagner sur des éléments d'amélioration de leur habitat. Je vous donne un exemple. Vous avez une maison qui a déjà été inondée, qui de toute façon sera de nouveau inondée parce qu'on a identifié que c'était une zone à risque. On va accompagner ce sociétaire-là. On va par exemple lui remonter son compteur électrique. Ça paraît tout bête, mais ça va limiter effectivement les risques. On va remonter le niveau, la hauteur des prises. Enfin, il y a énormément de choses que l'on peut faire. On va lui permettre d'installer des bâtards d'eau. Donc, on va commencer à préparer cela. Donc, les 3 briques pour nous, c'est l'assurance de demain. Au final, globalement, c'est bien dans un premier temps, donc de la préparation et au final de la prévention. Pour nous, prévention, préparation, c'est de la réparation, parce que ça, c'est notre job, qu'on sait très bien faire, qu'on va continuer à bien faire. Et puis, c'est la régénération, parce que quand on regarde plus loin, il faut régénérer les écosystèmes si on veut que demain, ils rendent le service normal qu'ils sont capables de nous rendre. Et ce coût-là, ce coût normal, au final, c'est un coût, c'est un ticket d'entrée que l'on met aujourd'hui pour régénérer des écosystèmes. Mais après, ces écosystèmes, il faut les entretenir, et le coût est nul, quoi. Le coût est nul. Donc c'est aussi un investissement important pour un assureur comme la Maïf. On va passer à la partie questions, mais tout de suite, par rapport à ce que vous avez dit sur qui doit payer la régénération, qui peut payer la régénération, il y a les propositions ne manquent pas. Il y a notamment un rapport de Greenpeace qui a été proposé très récemment. Je crois qu'il y a quelqu'un de Greenpeace qui est là aujourd'hui. Voilà, bonjour. Peut-être, je vous donne tout de suite la parole. Je pense que notamment la partie 3 du rapport sur la responsabilité des entreprises pétro-gazières, vous dites elles doivent payer maintenant ? Oui, je vous remercie de me donner la parole. Donc, je m'appelle Sarah Cleaver, je travaille chez Greenpeace France. Et oui, ça allait être le sens de ma réaction à ce que vous avez dit. Et c'est sûr que le constat, on le partage toutes et tous. Les catastrophes climatiques qui augmentent, les coûts qui doublent tous les 30 ans, etc. Moi, ce qui m'étonne dans vos prises de parole, c'est les acteurs dont on parle. C'est tout le monde doit s'attendre à payer plus. On va mutualiser, on va être plus solidaire, mais en fait derrière, passez-moi l'expression, mais on est tous dans la merde parce que on est tous exposés. La France est hyper exposée au changement climatique. Donc, quelle est la solution qu'on nous propose ? C'est de finalement tous mettre plus d'argent sur la table en mettant toujours plus en difficulté les personnes les plus vulnérables.
parce que ça touche avant tout les personnes déjà précaires. Par exemple, je rappelle que on dit qu'en France, on est tous assurés, etc. Dans les Outre-mer, c'est pas vrai du tout. La moitié de la population n'est pas assurée. Et c'est un phénomène qui arrive aussi en France parce que c'est pas une obligation pour les propriétaires occupants d'être assurés non plus. Donc, il y en a de plus en plus qui font le choix de ne plus s'assurer parce que c'est trop cher. Et moi, la question que je pose, c'est on parle prévention. En fait, pourquoi il y a tous ces événements climatiques extrêmes ? Parce qu'aux 2/3, nos gaz à effet de serre, ils proviennent de l'industrie des fossiles. Donc, ça veut dire le pétrole, le gaz, le charbon. Pourquoi, en fait, on ne demande pas à ces acteurs-là de mettre la main à la poche pour payer ces catastrophes climatiques ? Vous l'avez dit tout à l'heure, je vais prendre qu'un chiffre, mais en 2022, les assurances ont versé 10 milliards d'indemnités. Ça paraît colossal, mais Total Energy, leur bénéfice, c'était le double cette même année. Pourquoi on ne demande pas à Total Energy de contribuer à ce fonds CatNat ? Et je veux bien qu'on crée de nouveaux fonds, mais la question derrière, c'est qui va mettre de l'argent dans ces fonds. Voilà. L'exposé est très clair, la question aussi. Qui veut se lancer en premier ? J'ai simplement une réponse et je vais réappuyer sur le dividende écologique. Pourquoi on a fait cela et pourquoi on aimerait que d'autres s'en emparent et pourquoi on fait du lobbying là-dessus. D'abord parce que la mutuelle est propriété de ces 4 millions de sociétaires, donc ça c'est très clair, on est sur un monde mutualiste et on a voulu utiliser le vocabulaire capitaliste en parlant de dividendes simplement pour marquer le coup, en disant nous la Maïf a un seul actionnaire, elle s'appelle la planète, et parce qu'on vit dessus et on se dit très clairement on va consacrer 10% de nos résultats qui sont déjà des résultats qui sont l'objet d'un partage de la richesse qui n'a pas grand chose à voir avec le monde capitaliste, hein. Ça, faut déjà avoir cela. On a des résultats qui sont toujours mesurés, qui sont nécessaires pour une entreprise, qu'elle soit du monde de l'économie sociale ou solidaire ou pas. Il faut quand même avoir des résultats qui soient positifs. Et en plus, dans ces résultats, on dit très clairement, on prend 10% et on va accompagner parce qu'on pense que les entreprises ont un rôle à jouer. Et Total a un rôle à jouer. Enfin, moi, on a pas mal échangé et croisé le fer, mais sans. Enfin, on peut pas les contraindre à faire ce genre de choses, bien évidemment. Quand vous dites pourquoi on fait pas, nous on fait. On inverse le truc. On dit au lieu d'attendre, faisons les choses, quoi. Et c'est chez nous on a un truc qui est assez simple. On dit chaque acte compte. À notre niveau, on préfère faire. Bien évidemment qu'on voudrait contraindre les autres, mais on n'est pas la force publique, on sait pas faire. Donc on propose un objet qui s'appelle le dividende écologique. Le Crédit Mutuel a proposé un peu autre chose qui est sur un autre modèle. C'est pas très grave à l'arrière, il peut pas y avoir de concurrence sur ce sujet-là. Mais on sait que si les entreprises du CAC 40 aujourd'hui en France, je veux dire, on parle même pas du monde, on parle simplement en France, ne dérivaient simplement 10% des dividendes qu'ils versent, je parle même pas des bénéfices, on aurait suffisamment de moyens pour accompagner la transition écologique. Donc on est vraiment sur des métriques qui sont atteignables, impressionnantes, quoi. Enfin. Alors comment on fait, Myriam ? Vous avez levé la main, vous avez rendu un rapport au gouvernement. Qu'est-ce qu'on dit au gouvernement sur ce sujet ? Quelle est la responsabilité de Total et Énergie et les autres majors du fossile, et comment les contraindre ? Puisque je pense que l'objectif est à peu près partagé par à peu près tout le monde. En fait, pour y répondre, je vais passer par une petite gymnastique compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour trouver des solutions tenables économiquement et socialement, il faudrait revenir à un certain nombre de concepts. Alors, quand j'ai entendu la question, on pourrait se dire pourquoi on ne reviendrait pas au principe de pollueur-payeur. Très simple. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que dans le domaine des risques, et la théorie économique au niveau des risques, elle dit la chose suivante. Elle a été théorisée vers les années 20, à la suite de la crise des années 20, par un auteur qui s'appelle Knight. Et ce dernier va dire la chose suivante. En fait, soit on est dans des situations où on arrive à faire le lien quasi causal entre un événement et ses conséquences. Et causal, ça veut dire qu'on connaît la chaîne et il y a des corrélations fortes pour entrer dans des définitions mathématiques. Et quand on connaît ça,
on arrive à connaître la probabilité de l'apparition de cette conséquence. Quand on est dans cette situation, on est dans ce qu'on appelle une décision dans un univers risqué. Dans d'autres situations où on n'arrive pas à établir de liens causaux, eh bien, en fait, on est dans le domaine de l'incertain, du risque incertain. Et c'est d'autres façons de voir les choses, d'autres modèles qui vont s'appliquer. Donc, dans le cas des pollutions, bien que des industriels participent et ont participé longtemps dans certains secteurs à des pollutions et peut-être continuent à participer, ça, il faudrait voir le suivi des pollutions atmosphériques sur le bilan CITEPA qui nous donne les évolutions des émissions par secteur d'activité depuis 1990. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le regarder par polluant. Hein. Eh bien, ça voudrait dire que si on veut appliquer ce principe pollueur-payeur, il faudrait faire le lien non pas uniquement avec la pollution, mais avec la pollution et l'apparition de la catastrophe. Ça, pour le moment, en termes de modèle, en tout cas à ma connaissance, peut-être que dans d'autres sphères, on arrive à établir ce que je vous ai appelé un modèle causal, c'est-à-dire avec des corrélations fortes entre la pollution d'un industriel et l'apparition de la catastrophe, que je vous ai expliqué être tout à l'heure, non pas uniquement quelque chose lié à l'aléa, mais à d'autres choses. Eh bien, en fait, tant qu'on n'arrive pas à l'établir, on ne peut pas appliquer cette règle directement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres mécanismes. Et là, en fait, ce qu'on ne voit pas quand on n'est que sur la partie assurance, on ne voit pas tout ce qui se passe sur les autres politiques publiques pour pousser à, notamment ce qui se passe sur la CSRD, pour ceux d'entre vous qui la suivent, ou les plans d'adaptation. Eh bien, en fait, toutes ces dynamiques de politique publique poussent les entreprises ou les territoires à partager plus grandement leurs données sur leur impact environnemental, leur impact en termes de santé, leur impact social, de manière à ce que quand ils le déclarent, il puisse aussi y avoir une vigilance citoyenne, soit-elle organisée, et qui viendrait voir si en fait ce qui est déclaré est fait. Mais tout ça pour vous dire que en fait, cette application directe du principe pollueur, et c'est là qu'on a des défis en termes de recherche, ne pourra se faire que quand il y aura une définition d'un lien causal avec la catastrophe. Ce qui, en tout cas là, encore une fois, comme je vous le disais, c'est difficile à faire. Merci Myriam. Alors, donc Myriam nous dit, c'est difficile d'être sûr à 100% d'attribuer à un tel gisement de Total la catastrophe qui a touché Rive de Gier le 17 octobre 2024. Est-ce que ça vous semble un argument suffisant pour enlever toute responsabilité à ces entreprises-là dans la résolution du problème? On va rapidement, parce que là, je ne vous suis pas tout à fait je comprends bien raisonnement, mais d'une part, c'est un raisonnement qui devient effectivement juridique. Il y a d'autres façons d'attaquer les énergies fossiles. Moi, la réponse, ça serait plus politique, c'est-à-dire, vous avez dit, chacun agit à son niveau. Nous, il y a eu une commission au Sénat sur ces dividendes, sur ces surprofits. Et donc on a aidé quelques sénateurs, on a accompagné quelques sénateurs pour essayer de faire quelque chose. Donc tout ça n'a pas abouti. Donc la question, je suis très bien, je suis conscient du problème. Vous savez, ces 20 milliards de surprofits de Total, ils ont été réaffectés à plein de buts très nobles. Avant, il y avait des ONG qui voudraient bien l'utiliser pour la biodiversité, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait. En fait, la solution, en dehors des réformes fiscales beaucoup plus radicales, mais qu'il faut défendre politiquement, il faut se mobiliser pour porter ces batailles-là. Et il n'y aura pas de solution de financement à l'intérieur du circuit assurantiel à ces choses-là. Et visiblement, dans des batailles juridiques face à Total, l'État français, il n'y avait même pas de batailles juridiques. Hein, même pas, politiquement, ils n'ont rien fait. Donc il y a bien un problème qui est plutôt politique. Et les solutions à l'échelle internationale, pour le moment, c'est un accord sur 15%. D'impôts pour les multinationales, etc. Bon, on est un peu bloqué. Bon, c'est à mon avis
la meilleure chose qu'on puisse faire sur ces terrains-là, c'est de rappeler que la responsabilité de tous et chacun. Donc mon propos n'était pas du tout de dire qu'il faut uniquement mutualiser à l'échelle des citoyens. Non, au contraire, je pense qu'il faut simplement penser l'ensemble de nos circuits financiers, fiscaux et autres dans l'économie. Il faut trouver l'argent, tout simplement. Il faut trouver l'argent quelque part, et chez les entreprises aussi, bien sûr. Mais bon, toujours est-il il faut mener cette bataille-là. Donc, je vous suivrai la prochaine fois, volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut être sur ce sujet ou sur d'autres sujets, bien entendu. Enfin, sur d'autres sujets liés, je veux dire. Sur d'autres dimensions. Oui, monsieur. Bonjour. J'ai une question concernant l'augmentation des risques. Par exemple, il y a de plus en plus de communes qui vont être touchées par le recul du trait de côte, les submersions marines, les inondations. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les catastrophes touchant les civils vont augmenter. Je parle en termes financiers. Comment ça peut se faire en fait au niveau de l'équilibre financier? Et deuxième chose, en fait, c'est que sachant cela, quand les assurances réinvestissent donc effectivement chez celui qui a des sinistrés, est-ce que cet argent peut être investi pour délocaliser le bien? Puisqu'en fait, si on réinvestit, même si on améliore la situation en faisant, par exemple, une maison qui est un peu moins, sensible aux inondations, elle reste en zone inondable. Hein. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser cet argent pour délocaliser les gens dans des zones non inondables, dans le cas échéant où ça serait possible? Hein? Peut-être Yves, plutôt sur cette question, je sais pas. Oui, alors peut-être à l'épreuve des faits, hein, quand on voit, et là je parle pas des communes, même si on les connaît bien, parce qu'en fait on est Maïf est aussi le premier assureur des collectivités territoriales avec la SMACL, donc on connaît assez bien le sujet. Pour avoir accompagné les difficultés de la SMACL et pour aujourd'hui revenir un tout petit peu alors sur le devant de la scène, parce que certains nous disent effectivement vos tarifs, enfin en tout cas vous avez résilié des communes et les tarifs que vous proposez sont totalement disproportionnés. Là aussi on pourrait passer un petit peu de temps pour vous expliquer ce qu'il en est aujourd'hui et ce qui s'est passé dans le passé pour qu'on en soit là aujourd'hui. Mais je traite par exemple plutôt sur des personnes physiques et pas des personnes morales. Ce qui s'est passé dans le Nord, on le voit bien avec des successions d'inondations sur les mêmes lieux, aux mêmes endroits, sur les mêmes personnes qui avaient à peine reçu les remboursements de l'assurance pour remettre à peu près correctement à niveau leur maison, qui ont vu de nouveau arriver une inondation. Aujourd'hui, il y a un travail réel qui est fait sur les territoires, avec l'État, en particulier toutes les organisations de l'État qui nous permettent de commencer à regarder les sujets de façon beaucoup plus adaptée, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui les réponses doivent être beaucoup plus adaptées à chaque territoire. Donc il y a déjà donc des maisons qui sont rachetées par l'État, ça c'est une première chose. Et puis on commence à nous autoriser, et ça se fait plutôt en bonne intelligence, sur faire ce que je disais tout à l'heure, aller au-delà de la reconstruction à l'identique, pour commencer à améliorer au travers donc de la réparation, à améliorer le bien du sociétaire. Donc c'est un peu du sociétaire ou du client. C'est un peu une entorse aux règles de l'assurance, comme je disais tout à l'heure, parce que normalement quand on est un assureur, on doit vous réparer à l'identique et qu'il n'y ait pas d'enrichissement grâce à l'assurance. Alors, est-ce qu'on considère que réparer mieux ou améliorer ou se préparer, est-ce que c'est améliorer la richesse du sociétaire ou du client? Nous, on considère que non. Donc, on commence à réparer de cette façon-là sur des zones identifiées. Ce sont des petits pas. Vous allez me dire, ce sont des petits pas, mais là aussi on teste, hein, on regarde. On sait plutôt assez bien faire aujourd'hui sur les risques d'inondation. On sait toujours pas faire sur les retraits et gonflements des argiles, qui est pourtant le risque le plus systémique et le plus important, qui est en train de toucher pas que les Français, hein, qu'on retrouve pas mal dans d'autres pays, mais en tout cas en France, on a la chance d'avoir des personnes qui sont très bien assurées sur leur habitation. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça restera qu'entre nous, mais c'est vrai que l'assurance habitation est pas obligatoire en France, mais elle est vécue comme obligatoire, et j'allais dire heureusement, parce que sinon ce serait dramatique. Donc par exemple sur les retraits et gonflements des argiles, aujourd'hui parce que là aussi on base nos solutions sur des retours scientifiques, on essaie de pas faire n'importe quoi. Là, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de préparer les maisons ou de réparer les maisons qui sont victimes de retraits de gonflements d'argile. Donc on y va plus doucement.
autant on va relativement vite sur les inondations, autant sur les autres phénomènes, ou en tout cas effets du dérèglement climatique qui sont systémiques, on y va un tout petit peu plus doucement. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. De temps en temps, il faut avoir une bonne solution avant de vouloir y aller, quoi. Parce que sinon, on pourrait injecter des milliards, parce que ça va représenter cela, hein, pour réparer des maisons. Si c'est pas la bonne solution techno, dans 10 ans, on se retrouve avec le même problème. Je pourrais vous raconter l'histoire de mon oncle et sa maison sur un territoire, justement sur un sol argileux, où les solutions d'il y a 5 ans sont déjà jugées obsolètes et où on repart de zéro, quoi. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Oui, madame. Monsieur Pellissier a parlé d'un site aux alentours. Bon, je suis sociétaire Maïf, je ne connaissais pas. En revanche, je suis allée sur un site qui s'appelle Géorisque. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'acteurs qui se sont responsabilisés par rapport à cela, alors, et qui mettent à disposition des données publiques. C'est la seule possibilité que l'on a, hein. Donc on met pas en pâture de tout le monde vos données personnelles de sociétaire, donc vous n'êtes pas identifié en tant que sociétaire, mais en tout cas, on a, nous, agrégé des données publiques et on les rend disponibles. Il y a d'autres sites qui font cela. Je vous engage. C'est valable, ce site? On va pas faire des faits comparatifs. Je suis pas là pour ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le site de votre assureur est aujourd'hui identifié comme étant un peu une référence. Donc allez voir. Vous verrez. Puis vous faites un comparatif et on en reparlera. Non, mais c'est hyper important. Je crois, c'est un premier niveau de prévention, parce que ça prépare les personnes à la suite. C'est-à-dire parce que beaucoup, je vous donne un exemple, hein, qui est aussi du fait de ce qu'on cherche nous à faire depuis des années. Ça fait des années qu'on essaie d'accompagner nos sociétaires sur le retrait du trait de côte, par exemple. On travaille énormément avec l'université de La Rochelle, avec la ville de La Rochelle, et on a un spot sur La Rochelle. C'est pas très loin de New York, vous allez me dire pourquoi pas. Ça permet aussi à nos équipes d'aller sur le terrain et de voir ce qui se passe. On a tenté de sensibiliser il y a plus de 10 ans de cela nos sociétaires qui étaient à risque sur les quelques milliers de sociétaires que l'on a publié-postés, voire même qu'on est allé voir, parce qu'on a des militants sur le terrain, on a des sociétaires engagés sur le terrain qui vont voir d'autres sociétaires. En fait, ces milliers de sociétaires, il y en a, une petite dizaine qui nous ont dit oui, ça nous intéresse. Les autres, en fait, pas intéressés pour plusieurs raisons. D'abord, par la peur de voir leurs biens dévalués parce que en zone à fort risque. Donc ils se disent non, je préfère fermer les yeux, je veux pas savoir. Et puis parce que certains, n'ayant pas été victimes au final d'un premier effet du dérèglement climatique, se disent mais même pas moi, ça passe pas chez moi, c'est pas chez moi. Donc là, on a inversé le sujet. Je disais tout à l'heure avec le dividende écologique, on accompagne des milliers de sociétaires aujourd'hui dans leur démarche, mais on a appris, bien évidemment, c'est ça aussi, des entreprises apprenantes ou des démarches un peu incrémentales. Aujourd'hui, on est allé chercher des sociétaires qui ont déjà été victimes d'inondations. Sur les quelques milliers de sociétaires que l'on a sollicités, là, on a eu un taux de réponse. On a explosé les chiffres. Là, on a des centaines de sociétaires qui nous ont répondu. On n'est plus sur des dizaines. Nous sommes sur des centaines, voire sur des milliers maintenant. Parce qu'une fois qu'on a été sensibilisé et touché directement, on se rend compte que c'est pas que chez le voisin. Et là, ça fonctionne. Et là, ça commence à marcher. Et donc, on est en train de rentrer dans un dispositif vertueux d'échange avec nos sociétaires, d'accompagnement de nos sociétaires. Et donc, on a dépassé le niveau de sensibilisation et on travaille réellement à de la prévention et de la préparation. Excusez-moi, je me permets de vous poser une question. Vous pouvez satisfaire toutes les demandes alors ou vous êtes débordé par la quantité? Alors aujourd'hui, sur la dimension inondation, c'est nous qui sommes proactifs. Parce qu'on est là aussi en train d'apprendre en même temps pour voir aussi après la surface et la surface financière que ça va représenter. Donc là, c'est nous qui avons des démarches proactives vis-à-vis de nos sociétaires. Donc en les choisissant avec la data que l'on a, donc on va choisir des sociétaires qui ont été victimes de ces inondations et on leur propose toute cette démarche et on est en train de mesurer effectivement ce que ça donne au bout et à quel niveau il faudra que la Maïf mobilise, que la communauté Maïf mobilise du bien commun, parce qu'en fait on ne gère que du bien commun et que des actifs communs, donc des actifs financiers mais qui sont communs, et on va continuer à demander à nos sociétaires s'ils sont d'accord. On le fait au travers du dividende écologique, donc c'est cantonné.
10% de nos résultats. Donc, pour l'instant, c'est cantonné à ce niveau-là. Mais après, l'objectif, c'est de faire la démonstration que tout ça est une chaîne vertueuse. Je disais tout à l'heure, prévention, réparation, régénération. Et c'est ça qu'on est en train de démontrer. Et les premiers retours sont plutôt très positifs. Donc, on devra à nos sociétaires cette démonstration, bien évidemment. Il faut qu'ils puissent comprendre cela, qu'ils n'imaginent pas. Je sais, j'en ai entendu dans la salle, on en parlera tout à l'heure, qui n'imaginent pas que c'est par l'augmentation des tarifs ou exclusivement par l'augmentation des tarifs qu'on est capable de faire cela. Il faut bien comprendre comment ça vient nourrir cette chaîne vertueuse que je viens de décrire. Donc on est un peu au début de l'histoire. Là aussi, nous on se veut, comme on l'a toujours été dans l'histoire, pardon, peut-être de le dire comme cela, mais on a été très souvent précurseurs sur certains sujets, acteurs. On est dans l'action. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut attendre indéfiniment que les pouvoirs publics se saisissent de certains sujets. Nous, on fait tout notre travail de lobbying avec eux sur ces sujets-là, mais au final, on veut aussi y aller par la preuve, et on est en train de faire la démonstration que ça fonctionne. À mon tour de poser une question, si la salle ne veut pas en poser, il y a des questions là-bas. Je vais quand même la poser, puis ça pour changer le rythme un petit peu. On l'a dit, il y a des personnes aujourd'hui ou des collectivités locales qui ne trouvent plus d'assureurs pour les assurer. Et une question émerge, tout comme elle émerge dans un débat parallèle qui est celui des complémentaires santé. Certains économistes de la santé, comme Nicolas Da Silva, disent, au fond, les complémentaires santé se font concurrence, font de la communication, etc. C'est des coûts de gestion importants et il vaudrait mieux une grande sécu nationale. Ne faudrait-il pas une grande assurance nationale qui éviterait la compétition entre les différents assureurs, etc. et les coûts de gestion affiliés? Ce qui, espérons-le, pourrait permettre, théoriquement, d'assurer plus de monde, en tout cas plus de clients à risque. Non, je vais juste le dire en 2 mots et laisser de la place à mes collègues. Mais je parlais tout à l'heure de réorchestration des solidarités et dans la chaîne de solidarité. Donc oui, l'État doit prendre sa place, peut-être plus de place, mais oui, il y a une place pour des assureurs privés, fussent-ils mutualistes. Il reste une place, bien évidemment, pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. N'imaginez pas que tout ça peut être réduit simplement en disant on va tout faire porter par l'État. Moi, je n'y crois pas. Et aujourd'hui, d'abord, je serais totalement en incapacité de le faire. Par contre, tous les maillons de la chaîne doivent se re-questionner. Les réassureurs, on doit les re-questionner. Aujourd'hui, ils sont, ils nous jouent juste 2 chiffres entre 2022 et 2020. Est-ce qu'on peut juste expliquer, pardon, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde la réassurance. Non, alors est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors en quelques mots pédagogiques. La réassurance, c'est en fait des acteurs qui vont consolider du risque et du risque. Idéalement, c'était de le faire sur tous les continents pour pouvoir, au final, disperser le risque pour éviter qu'il arrive au même moment, au même endroit, de la même façon. Et donc, nous, en fait, assureurs, on va reporter une part de notre risque avec les primes qui vont, bien évidemment, sur ces réassureurs qui vont les agréger entre plusieurs assureurs, quoi. Donc, en final, ce sont des assureurs d'assureurs, quelque part. Pour simplifier les choses. Donc sur les réassureurs, en 2 mots, 2022, on a subi, nous, Maïf, pratiquement 900 millions de surcoûts au risque climatique, en brut, en net de réassurance. Les réassureurs en ont pris une bonne partie, parce qu'on est réassuré, donc en fait, on cotise au final depuis des années sur ces réassureurs, donc ils ont pris en charge une bonne partie des réassurances. Au final, en net, pour Maïf, 350 millions d'euros en net. 2023, beaucoup moins de risques climatiques, pratiquement la moitié, 500 millions d'euros. Les réassureurs, entre-temps, ont modifié leur contrat de réassurance, ils se sont désengagés. Au final, coût final pour la Maïf, 400 millions d'euros. Moins de risques au départ, plus de coûts à l'arrivée, parce que les réassureurs se sont désengagés. Donc on voit bien qu'il y a un sujet d'équilibre dans cette chaîne-là. Et donc en tout cas pour nous, on est trop petits pour pouvoir absorber ce genre de choses sur un temps long. On est capable de le faire sur un temps court parce que c'est notre job. On fait ça depuis des années, donc on est préparé sur quelques événements. Mais si aujourd'hui l'aléa n'est plus un aléa, c'est devient une certitude, et qu'on sait que tous les ans on va subir ce choc-là sur les effets climatiques, c'est pas tenable pour un assureur unique comme nous, comme ce sera pas tenable pour l'État. Donc il faut que tout le monde se réinterroge sur la chaîne de valeur. Wojtek, Myriam, sur pardon? Oui, mais juste, je serais curieux d'avoir votre vision sur
une grande assurance publique, comme certains plaident pour une grande sécu? Euh, que dire ça? Ça pourrait être effectivement une solution, mais il pourrait y avoir une hybridation des formes de mutualisation qui serait plus régionalisée, plus localisée, ou une innovation, hein, d'autres formes d'innovation de partage de risques avec des contributions de collectivités et encore une fois des contributions de citoyens. Donc je vais pas vous dire que j'ai pas d'avis. Oui, ça serait une solution, mais il y a tellement d'autres panels de solutions à étudier pour voir effectivement ce qui va être la solution la plus pérenne et portable au vu de la disparité d'exposition aux aléas que l'on a sur le territoire. Ok. Wojtek, ouais, non, c'est bon. Vous n'êtes pas Non, obligé de répondre à toutes les questions. Tu m'appelles au tableau. Je pense que déjà, là, on a bien vu le côté innovation locale et dynamisme local, et c'est quand les acteurs de terrain peuvent faire. Donc ça, c'est très précieux, notamment dans un pays comme la France, où l'État central est quand même l'administration centrale est très lourde. Et donc, on voit bien qu'il y a des cartographies qui émergent par eux avant que l'État ne s'en saisisse. Donc, c'est quand même bien que tout ça existe. Évidemment, ça renvoie à la question de gouvernance. Évidemment, je préférerais que toutes les assureurs soient des coopératives, toutes les sociétés d'assurance soient coopératives. Ce n'est pas le cas. Bon, c'est comme ça. Et après, mais une autre façon de te répondre, plutôt comme ça, à pied levé, plutôt par la négative, c'est que de toute façon, ça ne suffira pas, parce que de toute façon, moi, je parle d'une mutualisation globale. C'est-à-dire, c'est un peu comme avec la réforme des retraites. Vous pouvez faire des réformes des retraites, paramétrer les réformes des retraites, mais ensuite, il y a des APL ou d'autres aides qui vont venir compléter la situation. Donc, en fait, les tuyaux financiers, les circuits financiers sont liés entre eux. Donc, il y aura sans doute d'autres types d'aides d'État qui vont venir compléter le circuit financier de toute façon. Merci. Alors, il y avait d'autres questions. Juste peut-être, et je voulais pas me monopoliser et puis dire que la Maïf était la seule à faire des propositions. Nous, on pousse depuis quelque temps, et on commence là aussi à avoir un peu d'écoute, au-delà de ce que je vous ai dit là sur la CCR et sur l'évolution de la prime CatNat. On pousse un projet auprès des députés, auprès des sénateurs et auprès de Bercy depuis maintenant quelques années, pour essayer de mettre en place, pour justement pallier les sujets en lien avec les catastrophes naturelles, de mettre en place un socle d'assurance CatNat distribué par tous les assureurs, avec une obligation d'assurance, distribué par tous les assureurs, avec une cotisation qui est capée. Ça ressemble étrangement à la Sécu, et on a fait tourner nos modèles là-dessus. C'est possible, c'est possible. Je vous dis pas que des gros assureurs mondiaux et privés sont pas d'accord, mais on pousse, et donc il y a des solutions. Il y a des solutions aussi pour les assureurs, pour chacun reprenne sa place au bon niveau, et c'est possible. Je crois qu'il y avait d'autres mains qui s'étaient levées. Ouais, allez-y, monsieur. Ah oui, monsieur aussi après, parce que ça fait longtemps. Mais on prend les deux questions en même temps. Allez-y, d'abord vous, et puis on prend la vôtre. Jean-Paul Roche, je suis sociétaire Maïf. J'ai quelques interrogations en fait à poser. C'est de la part sur des responsabilités en fait sur les catastrophes climatiques ou naturelles. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé donc au cours des dernières années, donc il y a eu les incendies par exemple dans les Landes, certes liés au climat, mais est-ce qu'aussi on peut pas mettre en face aussi la responsabilité par rapport à la surexploitation dans le domaine de la forêt? Ça, c'est un premier point. Si on prend l'exemple de Valence, en Espagne, est-ce que la catastrophe aussi n'est pas liée quand même par un problème d'urbanisation au niveau des collectivités? Quand on voit ce qui s'est passé, les images, on peut quand même s'interroger. Je pense qu'il y a eu quand même des manques. Et c'est pas un procès d'intention vis-à-vis de l'Espagne, parce que ça peut nous arriver pareil en France. Les Pyrénées-Orientales, avec le problème de sécheresse en fait qui subissent. Moi, j'y suis allé encore en février, ça fait 2 années de suite où je me rends en février dans ce département. C'est la sécheresse déjà pendant l'hiver, et quand on voit par rapport à la surpopulation durant la période estivale, et il continue encore au niveau des collectivités, donc à étendre encore les offres de location et tout durant l'été, on peut s'interroger quand même.
alors qu'on pourrait limiter peut-être ce point-là. Merci. Après, je reviens, je complète toujours par rapport à la notion de prévention-réparation. Donc, j'abonde tout à fait par rapport à ce que nous expliquait Monsieur le Président de la Maïf. Par contre, quand on voit tous les logements, en fait, où chacun souhaite équiper son sous-sol de pièces, etc., et qu'on s'aperçoit qu'à la moindre inondation, finalement, tout est détruit, et après on demande à l'assureur, finalement, de payer en fait les dégâts, alors qu'à la base, il y a peut-être le niveau de la nappe qui est largement dépassé, etc. Je dis, moi, si je suis obligé de payer par rapport à ça, c'est pas tout à fait logique, quoi. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que tout à chacun, je dirais, prenne ses responsabilités? Peut-être que au niveau de la prévention, qu'on demande finalement peut-être des comptes par rapport à ça. Merci, question très claire. Sachez qu'on vient de publier un petit article sur Alternative économique sur les communes qui commencent à refuser des permis de construire dans des territoires qui sont en manque d'eau, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Monsieur, et après on répond aux 2 questions. Traiter les conséquences, c'est bien. On aide le sociétaire. Même si on fait de la prévention avec lui, en lui rehaussant par exemple ses prises électriques, ça n'empêchera pas l'eau de revenir. Le mieux, c'est de traiter les causes. Donc, est-ce que le groupe Maïf a la possibilité et le pouvoir d'agir sur les maires et sur les POS, les plans d'occupation des sols? Je vais donner un exemple. Ici à Dijon. S'il y a des Dijonnais, ils connaissent très certainement l'ancien site Amora. Donc, un terrain qui était libre, mais qui à plusieurs reprises, et notamment simplement il y a 3 ans, a été envahi largement par le débordement de l'Ouche. Monsieur le maire, monsieur Rebsamen, à l'époque, avait déclaré devant une commission de quartier, cette zone est inondable, jamais il n'y aura de construction. Or, nous avons eu donc un projet de construction. Je m'y suis donc opposé personnellement, je fais partie d'une commission de quartier, et puis bien une fin de non-recevoir en disant bien que cette zone est inondable. Non, ça n'était plus inondable, par le fait politique. Voilà, c'était une décision du maire. Ah bon, alors d'inondable, on n'était plus inondable. Donc, il y avait construction, il fallait bien entendu surélever le parking voiture était au 1er étage, il fallait construire une tour, etc., etc., etc. La sauvegarde de ce terrain est venue de ce que le promoteur a fait des sondages et a trouvé de l'amiante. Donc, monsieur Rebsamen s'est trouvé dans la panade. Et là, il a été obligé de répondre à une commission de quartier et nous a déclaré que effectivement, ce terrain, tant qu'il serait maire, ne serait plus constructible. Donc maintenant, peut-être va-t-il le devenir. Alors quand on va arrêter ce genre de bêtises? On construit, on fait donc des constructions là où on ne devrait pas en faire, et puis après, on appelle l'assureur. Non. Donc, le pouvoir de la Maïf, du groupe Maïf, vis-à-vis des maires, pour avoir donc des solutions plausibles, des solutions qui respectent la nature, qui respectent les terrains et qui permettent de ne pas occasionner de nouvelles causes, donc de ne pas occasionner des nouveaux frais pour les conséquences, parce que traiter les conséquences sans traiter les causes, ça ne sert à rien. C'est comme en médecine. Il nous reste très peu de temps, donc mais merci pour ces 2 questions qui se rejoignent sur le rôle en amont. Alors, on a parlé de la prévention, mais là, on est même au-delà de la prévention. On est sur les choix d'urbanisation. Comment faire en sorte qu'ils soient plus cohérent, enfin plus rationnel, vous voyez ce que je veux dire, et sur voilà, quel rôle pour chacun, quel rôle pour les assureurs, monsieur vous pose la question Yves, et puis quel rôle pour les élus plus largement, qui peut remettre de la raison dans certains choix, parce qu'effectivement on a vu aussi à Rive-de-Gier que à Givors là, sur les dernières inondations, que l'autoroute a été complètement inondée et les gens ont fait remarquer que c'était exactement le lit de la rivière d'il y a quelques années, qu'elle avait simplement retrouvé son origine. Oui, alors juste 2 mots là-dessus, et la Maïf peut pas tout faire toute seule avec ses petits bras. Et ouais, après, si je peux réagir, juste 2 mots, et simplement la Maïf peut pas faire toute seule avec ses petits bras, mais elle essaie de faire pas mal de choses. Avec les maires en particulier, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, au travers de la SMAC, on est le premier assureur des collectivités territoriales.
qui est pas simple, parce qu'on vous avez entendu plein de choses et nous on est avant tout dans le dialogue aujourd'hui. Faut savoir qu'assurer une communauté de communes, une commune et autres se fait par appel d'offres et c'est une difficulté folle pour un assureur. Parce qu'il faut répondre à un appel d'offres, ce qui a d'ailleurs complètement cassé le marché des 10 dernières années, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, parce que de l'assurance, ça se traite pas par appel d'offres. Parce qu'il y a une distorsion de compétences par rapport au risque qui est telle que, au final, on nous fait supporter dans l'appel d'offres des risques qui ont mal été mesurés, mal calculés, pour lesquels il faut que l'on réponde. Et comme c'est une notion d'appel d'offres, il y a eu pendant des années, j'explique la mécanique qui a cassé en fait le monde de l'assurance des collectivités, qui a amené d'ailleurs avec des opérateurs étrangers, qui a amené à casser totalement le marché, à descendre le marché en termes de cotisation vers le bas, parce qu'à l'époque il y avait les risques systémiques n'existaient pas forcément. Donc on était arrivé à un point bas où de toute façon ça ne pouvait plus fonctionner. Donc maintenant comment nous on discute, parce que ça se fait dans la discussion, on n'a pas d'autre pouvoir coercitif nous en tant qu'assureur. Tant que le dispositif fonctionne par appel d'offres, nous sommes dans la discussion avec l'ensemble des acteurs politiques. Et ils l'ont compris maintenant. Il nous a fallu presque 3 ans pour bien comprendre qu'on n'était pas là pour vendre quelque chose, mais plutôt pour les accompagner dans leur démarche. Donc on est dans la discussion avec eux. Et par exemple ce cas-là, je sais pas quel niveau d'assurance on a avec Dijon et avec la collectivité territoriale, mais en tout cas là on serait dans l'accompagnement. Si on avait à assurer quelque chose, on très clairement on pose la carte sur la table. Et on parle avec les maires et on parle. Ce qu'il faut savoir, très court. Et ça je peut vous laisse faire court, Yves, ouais, parce qu'il est. Ça peut faire un peu peur, mais parce qu'il y a presque une marche arrière sur ces sujets-là, parce qu'il y a une pression pour l'ensemble des maires qui veut que sa commune rentre des impôts, donc de temps en temps il ferme effectivement les yeux sur certains sujets. Parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Total, parce qu'à un moment il y a besoin d'autres moyens pour faire autre chose, et c'est une façon effectivement de rendre dynamique sa collectivité. Donc on peut arriver à ce genre de décisions qui paraissent totalement folles, mais c'est le résultat d'une démarche il faut complètement casser ce cercle-là. Okay. Il faut casser ce cercle-là. Merci Yves. Myriam, Wojtek, dernière intervention, 1 minute maximum chacun, parce qu'il faut que je libère la salle et que chacun puisse aller au débat suivant. Je ne peux qu'insister sur la place de la prévention et le fait de reconnaître effectivement les investissements de prévention et les mesures de prévention dans le fait de réduire ces risques. Et je voulais insister sur un aspect qui était la présence de plans de prévention. Alors, les plans de prévention, c'est inondations ou autres, sont des plans qui, après, vont définir un règlement et une servitude d'utilité publique. Donc, ça va s'imposer à l'aménagement du territoire. Mais il se trouve que pour les PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation, les zones qui sont en zone rouge et toute gradation de couleur d'aléas sont un peu ambiguës parce que il n'est pas interdit d'y construire. Et c'est là où c'est un peu délicat. C'est que, par exemple, si vous vous souvenez de la catastrophe de Saint-Martin-Vésubie, on se rend compte que les zones qui ont été les plus touchées étaient dans des zones d'aléas forts, inondations, où il y avait notamment la caserne des pompiers et d'autres éléments infrastructures critiques, qui fait que en fait ce n'est pas, bien sûr il peut y avoir quelque chose qui est fait par les assurances, mais ça devrait aussi être contrôlé et repensé par les services de l'État et contrôlé par les services déconcentrés de l'État, et qu'il y ait une véritable réflexion sur la place de ces mesures de prévention quand elles viennent aménager le territoire et aménager et contraindre aussi les structures. Merci beaucoup Myriam et merci pour votre présence à distance. Et bon voyage professionnel du coup. Wojtek, le mot de la fin peut-être? Alors, très rapidement, parce que Myriam a voulu comme positive un peu au début, donc je vous dirais que le problème que vous pointez, monsieur, j'espère et je pense qu'il est en train d'être résolu, au sens que tout simplement pas à cause de tout ce qui se passe. C'est-à-dire le problème que vous pointez, les écologues les ont pointés depuis des décennies et ils ont perdu toutes les batailles, mais je pense que ça change. Hier, j'ai écouté le président de la région d'Aquitaine et pourtant il n'est pas très
très écolo à la base, je pense. Tout ça, c'est disons dans l'agenda politique aujourd'hui. Le problème, c'est que le taux de renouvellement urbain, c'est 1% à peu près par an. C'est-à-dire que l'étalement urbain, toutes les maisons que vous voyez autour de vous, elles vont rester là pour des décennies. C'est-à-dire l'inscription topographique, les villes que nous avons, l'étalement urbain que nous avons aujourd'hui, c'est pour ces siècles. Donc il faudra gérer l'existant. Et je pense que sur le problème politique sur le renouvellement du stock, je pense qu'il sera plus facile à aborder aujourd'hui. C'est des choses comme ça seront plus possibles dans quelques années pour des raisons d'assurance et pour d'autres raisons. En revanche, tout ce qu'on a à faire, c'est là. Il faudra comment gérer. Comme je disais, il y a dans chaque pays européen, il y a des millions de cas comme ça, des millions. En France, je pense qu'on disait qu'il y a plusieurs millions de maisons concernées, donc on va pas déplacer les populations comme ça du jour au lendemain. Merci pour votre attention et vos questions, et restez avec nous, ça continue à 18h30 et surtout demain.